Pot de Frise, saison 2, épisode 11. Qui a le droit à l'état de droit ? Alors bonjour tout le monde pour cet nouvel épisode du Pot de Frise. On va parler sur des thématiques juridiques aujourd'hui et pour ça on a avec nous Lara, des juristes critiques. Moi, si jamais je suis Lauritz du Centre Frise. Moi c'est Nathan, on va essayer de parler un peu des juristes critiques et aussi de savoir un peu le point de vue que vous avez sur les prochaines lois, surtout la loi des mesures policières de lutte contre le terrorisme, dont les votations auront lieu le 13 juin 2021. Ça, on en parlera un peu en deuxième partie. Et j'aimerais bien te laisser te présenter vite fait les juristes critiques. On va parler sûrement plus de ça après. Alors moi, du coup, c'est Lara. Je suis en 3e de droit, donc 3e de bachelor. Je fais partie des juristes critiques en fait dès sa création. Les juristes critiques sont un peu présents dans toutes sortes de cantons et dans toutes sortes d'universités, mais ils sont assez récents à Fribourg. Ça fait un peu plus d'1 année et demie qu'on est là à peu près. Et puis les juristes critiques, en fait, c'est un groupe de personnes qui sont formées en droit. Alors ça va vraiment des personnes qui viennent de commencer leur bachelor à des doctorants et doctorantes, etc. Et c'est des personnes qui veulent permettre une vision critique du droit. Et donc, ça va dans le sens de permettre des discussions autour de thèmes juridiques pour les personnes qui sont intéressées par le droit de manière générale, mais en particulier les personnes qui étudient le droit, mais aussi dans le sens d'une vulgarisation pour les personnes qui, en fait, n'ont aucune idée de ce qui se passe juridiquement en Suisse, ce qui est assez normal parce que c'est assez sec le droit. Et du coup, ça permet peut-être une certaine vulgarisation, notamment pour les personnes militantes, en fait, qui ont besoin de conseils parfois, mais un peu pour tout le monde, en fait. Ça sert juste à ouvrir le débat et permettre des questions sur les questions juridiques. Alors, du coup, concrètement, si je comprends bien, vous mettez en place des formations tant pour les militants que pour les personnes, je dirais lambda, qui ne connaîtraient pas trop les enjeux du droit dans certains domaines. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment de critique dans votre approche ? Qu'est-ce que vous critiquez dans le droit ? J'ai vu sur vos réseaux sociaux que c'était notamment le fait que le droit peut engendrer des rapports de pouvoir, etc., l'institution même. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? C'est quoi en fait votre critique dans le fond ? Bon, alors déjà, on ne met pas vraiment en place des formations en tant que telles. On donne des conseils aux personnes qui en ont besoin. Bien sûr, on ne peut pas s'engager parce que même certains d'entre nous, on vient de commencer notre bachelor. Mais on peut au moins permettre des pistes de réflexion pour les personnes qui ont besoin de conseils. Et on a sorti une brochure sur les droits face à la police pour toute personne qui aurait envie de savoir en fait quels sont nos droits face à la police, qui est d'ailleurs gratuite et puis on peut la voir rien qu'en nous contactant en fait. Avec les juristes critiques, on va critiquer toutes sortes d'aspects du droit, en fait, parce qu'on peut prendre toutes sortes d'angles. On peut prendre, par exemple, un angle féministe, on peut prendre un angle antiraciste. Il y a toutes sortes d'angles qu'on peut prendre dans la critique de l'État et de ses lois. Ce qu'on essaye surtout d'amener, c'est cette idée que le droit n'est pas quelque chose de divin. C'est quelque chose qui n'est pas sorti de nulle part. C'est pas quelque chose qui est objectif, parce que malheureusement, en droit, en tout cas au bachelor, on va nous répéter en boucle qu'il y a des façons objectives de penser les choses. Nous, tout le temps, en fait, des idées qu'il y a des raisonnements objectifs. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être objectives. Ce qui est vraiment problématique parce que la base, quand même, pour avoir une idée même réaliste des choses, c'est de se dire qu'on est justement biaisé. Et c'est hyper dangereux d'avoir des personnes, en plus quand on voit notre auditoire, des personnes relativement privilégiées, plutôt blanches, et puis qui ont quand même une éducation en droit, ce qui est quand même un privilège en soi, qui se disent totalement objectifs, ou en tout cas qui peuvent se mettre dans l'idée d'un juge objectif, et ça c'est vraiment problématique. Et du coup, ce que nous on essaie de dire, c'est que c'est pas objectif, et que c'est le résultat d'un processus politique, et la politique est tout sauf objective, et qu'on a tendance à se dire que l'État est le garant de toutes sortes de choses, et selon certaines personnes et selon certains angles peut-être qu'il peut l'être, c'est à débattre.
Mais on ne peut pas penser que forcément, puisque l'État crée quelque chose tel qu'une loi ou une mesure, que c'est juste. Et c'est ça surtout qu'on essaie de dire. C'est le fait que l'État peut créer des oppressions. Et il peut même les renforcer sinon. Le droit a plutôt cette force-là. On dit que le droit a une force normative, c'est-à-dire que le droit ne dit pas ce qui est, mais ce qui devrait être. Et c'est quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec les juristes critiques, c'est de dire que c'est à prendre au sérieux ce statement, un peu. Tu parlais du fait qu'il y avait un certain manque peut-être dans les formations de droit à l'université sur ce côté un peu historique ou politique. Ou politique du développement du droit. C'est quoi vos rapports avec l'université ? Est-ce que vous êtes bien perçu ? Est-ce que vous invitez parfois des professeurs ou des choses comme ça ? Alors vu qu'on est du coup une asso qui est toute jeune, pour l'instant on est peu visible et on n'a pas encore fait, on aimerait faire en fait des conférences etc, mais on n'en a pas encore fait. Du coup je pense qu'on n'aurait pas de problème à inviter des personnes qui sont des experts et expertes en droit, donc ça relève souvent de l'université, c'est souvent là qu'ils et elles sont. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est que justement, typiquement ce que je disais par rapport au droit qui dit ce qui devrait être, on apprend ça par cœur, comme phrase, vraiment. Mais la question, c'est qui c'est qui dit ce qui devrait être. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire à toute une population de fixer des normes rigides et de leur dire voilà ce qui devrait être. Alors bien sûr qu'il y a des raisonnements nuancés à avoir autour de ça, le droit c'est quand même assez complexe, mais ce qu'on essaie de faire c'est justement amener ce raisonnement nuancé. Et le problème c'est qu'à l'université par exemple on a des cours d'histoire du droit, et de philosophie du droit, qui ont du coup quand même, on pourrait penser que si on a un cours d'histoire du droit, on peut se dire que du coup le droit n'est pas forcément juste parce qu'il change et parce qu'il évolue. Mais moi ce que j'en ai tiré, c'est surtout qu'on dit à quel point, au Moyen-Âge, on était barbares, puis après on s'est un peu amélioré, et puis maintenant tout va bien. Et il n'y a pas trop cette question de, en fait, peut-être que maintenant c'est qu'un stade de l'histoire parmi d'autres, et que maintenant aussi on peut se poser des questions, qu'est-ce qui est juste ? Non seulement telle et telle loi, telle et telle norme, est-ce qu'elles sont justes, mais aussi est-ce que le droit en soi n'est pas à questionner ? Est-ce que l'État en soi est-ce que cette autorité n'est pas à remettre en question aussi ? Donc si je comprends bien, il y a une sorte d'évolutionnisme du droit qui pose la situation actuelle juridique comme un peu l'apothéose, enfin le résultat d'un progrès humain vers tout converge. C'est ça un peu ce qui est critiqué. Alors ça dépend, mais même quand on fait des critiques du droit, c'est rarement des critiques qui sont du droit en tant que tel. C'est souvent, on va critiquer certaines normes, on va critiquer des espèces de dommages collatéraux, on va dire « Ah bah mince, en fait, on voulait pas ». Mais malheureusement, ça opprime certains groupes. La question c'est, est-ce qu'on voulait vraiment pas ? Et est-ce que le droit n'est pas en lui-même à remettre en question ? D'accord. Mais après, je crois... de thématiser les structures en soi, c'est quand même extrêmement abstrait, non ? Et vous avez besoin des cas concrets pour montrer ça. Si tu parles d'une discrimination structurelle, il faut quand même des exemples, sinon personne ne sait de quoi on parle, non ? Bien sûr, vous les étudiantes de droit, bien sûr, vous vous occupez de ça. Mais la discrimination structurelle, qu'est-ce que ça veut dire pour des gens peut-être aussi un peu hors de section de droit ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être où le droit est justement un outil d'une certaine norme ou d'un certain groupe sociétal ? Il y a vraiment beaucoup d'exemples dans littéralement tous les domaines du droit. Le sexisme, par exemple, est vraiment extrêmement présent dans les questions de droit de la famille, par exemple. Même dans certaines normes de droit fiscal, on peut trouver en quoi, en fait, par exemple, dans des cas de divorce, les femmes peuvent être extrêmement désavantagées et ce genre de choses. Toujours dans des cas où là, on peut mélanger le sexisme et une forme de xénophobie et d'islamophobie et de néocolonialisme. On a ce qu'on a voté récemment avec cette interdiction de la burqa, où là, c'est typiquement, on va asseoir dans la loi quelque chose qui est foncièrement problématique et c'est intéressant parce qu'on a, et horrible, parce qu'on a effectivement une discrimination, on le sait si on écoute les personnes concernées, et on va l'asseoir dans la loi. Et c'est souvent ce processus aussi qui est créé, ça va dans les deux sens. Parfois la loi crée les discriminations, parfois elle fait juste les renforcer en les cimentant, là dans la Constitution. Ok. Et du coup, vous avez une approche assez militante. Vous vous associez du coup avec d'autres
organisations ou associations pour lutter ensemble. De ce que j'ai compris, c'est un peu votre but, c'est un peu d'avertir sur ces biais-là qui peuvent exister dans le droit. Donc avec qui vous le faites, si vous le faites avec quelqu'un? Alors on le fait, par exemple, il y a eu la journée Unissons-nous cet été, enfin l'été dernier du coup, où toutes sortes d'associations militantes se sont rencontrées pour discuter de certaines thématiques. Et là, les juristes critiques ont pu participer à plusieurs panels différents, sur plusieurs angles différents, parce qu'à nouveau, on peut critiquer plein de choses. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à ce moment-là, on a aussi parlé avec toutes sortes de militants et militantes en leur demandant s'ils voulaient, par exemple, notre brochure par rapport à leurs droits face à la police, qui, suivant les actions qu'on mène, peut être vraiment très utile. Et du coup, on essaie d'amener cet angle-là, à la fois pratique et à la fois théorique. Donc avoir des discussions assez effectivement abstraites sur qu'est-ce que le droit, à quoi il sert, est-ce que l'État c'est vraiment bien ou est-ce que c'est un outil d'oppression de classe. Enfin, on peut débattre de choses très abstraites comme ça, mais il y a aussi l'aspect concret qui est que le droit en fait régit nos vies. On a l'impression que c'est abstrait, mais littéralement tout ce qu'on fait est régi par le droit tout le temps, et par différents domaines du droit en plus. D'ailleurs, quand on fait du droit, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est le fait que tout d'un coup, je me suis rendu compte de toutes les couches juridiques que je traverse chaque jour, en fait, et tout ce que je fais qui est en fait régi par le droit. Et c'est là que l'aspect pratique doit entrer en jeu, c'est le fait qu'il faut que tout le monde puisse être au courant que tu peux pas te faire expulser de ton appart comme ça, tu peux pas te faire virer comme ça, que tel truc en fait c'est anticonstitutionnel. Enfin, il faut qu'il y ait quand même. Alors il y a toutes sortes d'associations militantes et de syndicats et d'associations qui s'occupent de ça, mais nous ce qu'on aimerait faire c'est permettre ce dialogue autour de ces questions-là aussi très concrètes. Si je comprends bien, il y a aussi tout cet aspect de pouvoir qui est lié rien qu'à la connaissance de ce qu'est le droit. Une personne qui ne connaît pas le droit, je pense qu'elle est péjorée dans les rapports qu'elle a avec l'État ou avec l'entreprise, etc. Il y a ça aussi dans l'organisation. Oui, il y a beaucoup cette réalisation du pouvoir que confère le droit. En fait, toute éducation supérieure confère un certain pouvoir et un certain statut. Ça, c'est clair. Mais le droit, ça fait qu'il y a que tout d'un coup, on peut s'opposer à certaines choses. Alors, pas toujours avec succès. Typiquement, nos droits face à la police, qui est le sujet qu'on avait décidé de creuser en profondeur avec les juristes critiques. Et qu'on va parler plus tard. Voilà. Un peu plus, ouais. Exactement. C'est bien de les savoir et ça permet de temps en temps, effectivement, de pouvoir se sortir de situations vraiment compliquées et vraiment dangereuses. Et si on n'avait pas su, peut-être qu'on serait dans une situation encore pire. Mais le problème, c'est que voilà, les droits ne sont pas toujours respectés. Donc, il y a aussi, on sait que c'est un pouvoir, mais un pouvoir quand même à nuancer. Mais c'est assez évident quand, par exemple, on est actif dans d'autres associations, dans d'autres milieux, que rien que pour tout ce qui touche au féminisme, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire quand on dénonce certaines choses? Qu'est-ce qui relève de la diffamation? Est-ce qu'on va se prendre un procès? Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui sont même pas des questions qu'on se pose si on connaît pas le droit. Enfin, et du coup, c'est un problème assez récurrent, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit militant ou pas. C'est des questions on bute contre tout le temps. C'est hyper intéressant. Ouais. Bon, ouais, on l'a touché plusieurs fois maintenant. Les juristes critiques sont vachement intéressés par le rapport du public ou des militantes avec la police. Et tu es venu ici, alors chez nous aussi, te parler un peu de la nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme qu'on va voter dessus en juin, le 13 juin, donc bientôt. Et du coup, cette loi, c'est pas une île qui est apparue juste aujourd'hui. Ça fait en fait le pointu d'un processus assez long déjà, qui on peut mettre à l'origine en 2000, peut-être 2001 aux États-Unis, où il y avait le 9/11 comme attaque terroriste qui a secoué un peu le monde. Après, il y avait plusieurs des attentats terroristes en Europe, en France. Et du coup, la Suisse, comme des autres pays, a renforcé un peu leur persécution judiciaire, aussi des crimes qui sont liés au terrorisme. Maintenant, pour mettre ça un peu dans un contexte avec les juristes critiques, cette loi va augmenter vachement les mesures policières qui sont à disposition de la police
Mais justement, c'est quoi votre opinion sur ça? Comment vous contextualisez ça aussi dans le milieu militant ou des discriminations possibles que ça apporte? Alors, le problème de cette loi, outre le fait qu'on va créer plus de mesures policières et qu'on va leur donner plus, du coup, un plus grand arsenal de mesures qu'ils pourront prendre, il y a le problème, en fait, du fait que là, on touche à des terroristes. Ce qui, en fait, légitime cette loi. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, et c'est assez courant d'ailleurs, qu'il n'y a pas de problème, et on va, du coup, en créer un avec une fausse solution. C'est typiquement ce qui est arrivé avec l'interdiction de la burqa, où on était là, c'est un énorme problème alors qu'il n'y a presque personne qui porte la burqa en Suisse, et on a fait placer quelque chose d'islamophobe, donc on a essayé de créer une solution qui n'en est pas une, un problème qui n'en est pas un. Et là, on est en train de faire la même chose. On est là à ajouter des mesures policières alors que la police a déjà bien assez de mesures pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, en Suisse, il y a relativement eu peu d'actes terrorisme récemment. Et le problème, c'est que du coup, on va utiliser le fait que c'est contre les terroristes et seulement contre les terroristes pour dire que dans le fond, c'est pas grave si ça viole les droits humains, parce que c'est les terroristes qui sont les personnes déshumanisées par excellence. Et je suis pas en train de dire que c'est bien d'être terroriste du tout, mais le problème là, c'est que on sait pas ce qu'est un terroriste. Et c'est ça le problème justement de cette loi. C'est qu'on ne parle pas de personnes, ces mesures, elles ne vont pas toucher un certain type de personnes extrêmement dangereuses et qu'il faut effectivement neutraliser, en tout cas, de sorte à ce que rien ne se passe qui soit potentiellement meurtrier. Là, en fait, on parle de à peu près tous... Là, on parle d'une loi qui aimerait faire passer des mesures antiterroristes sans définition du terrorisme. Et c'est ça le problème. C'est le fait que, du coup, on peut mettre à peu près qui on veut dans le terrorisme. Parce que elles peuvent être mises en place de manière préventive pour des terroristes potentiels. Justement. Et c'est quoi un terroriste potentiel ? On ne le sait pas. C'est pas défini. Et dans ce cas, est un terroriste qui on veut. Bon, après, ils essayent dans le texte de la loi quand même de spécifier un peu qui est la personne ciblée par ça. C'est des Gefährder en allemand, c'est difficile à traduire, c'est genre des menaceurs, des gens qui sont une menace potentielle pour le public. Moi, j'ai justement dans le petit livret qu'on reçoit pour les votations, le petit livret rouge là, rien à voir avec le communisme, mais de la Confédération, quoi. Ah ouais. Ils définissent les activités terroristes comme actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions par la propagation de la crainte. Ouais. Donc, est-ce que c'est... Enfin, cette définition-là, toi, t'as dit que dans le texte, il n'y en avait pas vraiment. Ça, c'est une définition un peu générale qu'ils ont tout le temps, du coup, et... J'imagine que dans cette définition, du coup, il y a vraiment beaucoup de monde qui rentre, parce que action destinée à influencer ou à modifier l'ordre étatique, qu'est-ce que ça veut dire au fond Est-ce qu'un parti politique est destiné à modifier l'ordre étatique ? En un sens, oui. Donc, si je comprends bien, la problématique, elle vient aussi de cette définition-là qui est vraiment vague et grande. C'est ça, c'est le fait que si on a une définition qui est assez large et qui est assez peu clair, dans ce cas on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans. Et je pense que de nouveau, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que dans le droit, il y a énormément de notions indéterminées. Et que du coup, quand on fait passer une loi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, même si c'est dans la loi. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a l'impression que c'est une loi, c'est clair et c'est vraiment quelque chose de limpide et ça est super pour son application, alors qu'en fait, il y a plein de choses indéterminées. Et dans ce cas, c'est les tribunaux qui décident. C'est la jurisprudence qui va décider qu'est-ce qui est un terroriste ou pas. Là, on a quelque chose de très large. Qui, en plus, ce qui est problématique, c'est qu'on ne va même pas donner nécessairement la possibilité aux tribunaux de décider quoi que ce soit, puisque c'est la police qui peut décider de ces mesures de manière préventive, c'est-à-dire sans procès. Et c'est là qu'on arrive à un deuxième problème, c'est non seulement que cette notion de terrorisme est très vague, et du coup toute personne qui milite pour certaines choses, et qui peuvent paraître comme radicaux ou faire peur d'une manière ou d'une autre, dans ce cas, ces personnes-là, elles peuvent être considérées comme terroristes suivant quoi. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour tout mouvement social. Donc ça, c'est problématique. Mais en plus,
on est face à des mesures qui seraient mises en place sans procès. C'est une violation des droits procéduraux, en fait, c'est une violation de la procédure pénale. Et de nouveau, la procédure, ça sonne sec et insupportable, et ça l'est un petit peu, mais c'est extrêmement politique en fait. C'est crucial, surtout la procédure pénale. C'est vraiment quelque chose d'éminemment politique, parce que ça permet ça empêche, en tout cas théoriquement, l'État de mettre en prison des gens sur la base de soupçons. Sans preuve, sans qu'ils aient la possibilité de se défendre. Il y a un droit d'avoir un procès public, d'avoir un procès qu'on comprend, dans une langue qu'on comprend, ou bien avec un traducteur ou une traductrice. Il y a toutes sortes de choses qui sont comme ça, qui sont fondamentales pour avoir rien qu'un état de droit. Donc, déjà, si on critique l'état de droit en soi, dans ce cas, on doit être alarmé. Mais même si on croit dur comme fer au fait que l'état de droit, c'est génial et c'est une utopie et qu'on doit tendre vers ça, ou bien si on l'a déjà, le protéger, dans ce cas, il faut s'alarmer. Il faut vraiment s'alarmer, parce qu'il y a aussi un problème, c'est la présomption d'innocence, qui passe aussi à la trappe avec une présomption de dangerosité dans ce cas-là, parce qu'on va partir du principe qu'une personne est un terroriste potentiel, et cette personne va ensuite devoir prouver qu'elle ne l'est pas. Et il y a ce problème en fait d'un renversement comme ça, et de nouveau on entend tout le monde parler tout le temps de la présomption d'innocence, et là tout d'un coup plus personne. Moi je comprends pas, l'état de droit est quand même fondé sur cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Comment ça se fait que maintenant un parlement ou le Conseil des États puisse proposer comme ça une loi qui va à l'encontre de ce principe de séparation des pouvoirs? Je crois que c'est une question d'urgence. Leur position, comme j'ai compris sur la position du Conseil fédéral, c'est que c'est assez grave, ce thème, ce sujet, c'est assez dangereux pour la population ou la société en général, que c'est légitime de mettre en place comme une mesure urgente ces mesures qu'on a discutées, ces capacités de la police d'aller vraiment loin. Ça fait vraiment partie en fait de ce processus global qui a effectivement eu depuis en gros le 11 septembre. Et on voit par exemple en France qu'ils viennent de passer de la loi de sécurité globale. C'est toujours un peu le même processus. On va effectivement utiliser comme prétexte le fait qu'il y a effectivement des personnes qui sont terroristes, et on va imposer du coup En fait, c'est une dérive sécuritaire. Sur cette base-là, on va imposer des normes qui sont extrêmement dangereuses. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les militants radicaux qui sont contre cette loi, mais il y a plusieurs professeurs, des dizaines en fait, de professeurs en droit qui se sont élevés contre cette loi en disant que c'était profondément dangereux et contraire au système juridique. Ok, mais on doit se demander quand même pourquoi il y a cette résistance. Parce que la plupart de la population, c'est pas des terroristes, on est d'accord, c'est une minorité extrêmement petite. Donc, et ça c'est aussi une fait de certains sondages qui ont demandé à la population, qui montrent que les gens sont plutôt pour ça, parce qu'ils n'ont rien à craindre. C'est le point de vue. Aussi, le Conseil fédéral, il a pris position pour ça, parce que ça augmente la sécurité de leur avis, et le coût, c'est en fait rien, parce que la plupart des gens ne sont pas des terroristes, on est d'accord. Mais le problème, c'est cette porte ouverte à l'arbitraire, en fait. Le problème, c'est cette porte ouverte qui permettrait à des personnes de se faire arrêter sur la base de soupçons. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de procès. Alors, elles ne se feraient pas nécessairement arrêter. Il y a effectivement des mesures d'assignation à domicile, mais la plupart des mesures, c'est pas vraiment une arrestation, hein. Ça reste des choses extrêmement contraignantes. Je pense que la plupart des gens ont l'impression que des mesures d'interdiction de périmètre ou des obligations de se présenter à certains services et d'avoir des entretiens, des interdictions de contact, de quitter le territoire, d'ailleurs avec une saisie des documents d'identité, une obligation de se présenter, etc. Tout ça, ça peut paraître comme quelque chose qui n'est pas contraignant, alors qu'en fait c'est énorme. C'est vraiment empiéter sur les libertés personnelles des personnes de manière monumentale, à nouveau sur la base de soupçons. Et je pense que du coup, les personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont rien à craindre ne se rendent pas compte de le fait qu'elles aient foi comme ça
en l'état et en fait qu'il est bon, c'est le fruit justement du fait qu'il y a quand même des idées en tout cas de mettre en place des garde-fous. Ouais. Et que là, on est en train d'enlever ces garde-fous. C'est-à-dire qu'on a mis en place toutes sortes de lois et toutes sortes de procédures, de sorte à ce qu'on soit à peu près en sûreté, en tout cas dans l'idée, contre un État qui pourrait faire n'importe quoi. Et là, on s'est dit, ok, on a mis quand même des lois en place qui sont à nouveau pas toujours respectées, pour faire en sorte qu'on ait en tout cas un minimum de sécurité face à un État qui est quand même extrêmement puissant et qui a ce monopole de la violence et qui a ce droit en fait sur nos vies qui est quand même assez grand. Et toutes ces garanties fondamentales, toutes ces garanties procédurales aussi, elles permettent de faire en sorte qu'on est à peu près en sûreté. Et du coup, plein de gens se sentent pas concernés parce qu'effectivement, plein de gens ne sont pas terroristes. Mais malheureusement, à nouveau, terroriste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être toutes sortes de personnes. Et peut-être que... de nouveau, je veux pas partir dans un scénario dystopique, etc. Mais suivant comment on fait les choses, si on pense au pire scénario, ces personnes qui sont confortables, qui ne sont pas extrémistes, qui ne sont pas des terroristes, etc., qui ont l'impression qu'elles ne sont pas touchées, le jour où elles ont un enfant qui est, je sais pas, militant ou militante pour le climat. Ou s'ils postent quelque chose au Facebook, voilà. Ou mettent un petit like. Et que tout d'un coup... il y a la police qui décide d'imposer des vrais entretiens, des vraies restrictions sur la vie de leur enfant, sachant que, d'ailleurs, violation des droits de l'enfant, puisque ces mesures peuvent être imposées dès l'âge de 12 ans. Ouais. J'aimerais bien voir quand leur enfant de 12 ans devra aller à des entretiens, je sais pas quel service, devra avoir des interdictions de périmètre parce que il a une phase où il a dit des choses qui étaient absolument pas réfléchies. C'est vraiment donner un pouvoir qui peut dériver, et c'est ça qui est vraiment dénoncé. C'est le fait que c'est ouvrir la porte à toutes sortes de dérives potentielles pour répondre à un problème qui à nouveau n'en est pas un, parce qu'en Suisse on a tous les outils qu'il faut pour gérer ça. La police en Suisse n'a pas de problème. Je pense qu'elle a assez d'outils à son arsenal. D'accord. Et oui, j'avais aussi vu, c'était dans un cas français, surtout sur le fichage S, des personnes qui étaient fichées à tort, qui s'était avéré en fait qu'ils n'avaient rien fait. Et en fait, ces personnes-là, elles n'arrivaient pas à trouver par exemple un travail ou un logement parce que il y avait une fiche sur eux, etc. Est-ce que c'est aussi possible que ce genre de... Comme tu as dit avant, les mesures, elles peuvent paraître un peu légères, pas tellement contraignantes, pas tellement violentes, par exemple l'assignation à résidence ou bien l'obligation de se mettre au poste, mais est-ce que justement ces mesures, elles peuvent aller vers quelque chose qui est plus discriminatoire en société en général, par exemple le fait de plus pouvoir trouver un logement ou des choses comme ça ? Alors je pense que oui, parce que si on applique toutes ces différentes mesures, c'est quelque chose qui peut avoir un véritable impact sur, par exemple, notre vie professionnelle. Si on doit régulièrement se présenter à certains services étatiques régulièrement, alors qu'en plus on n'a rien fait, ou en tout cas il n'y a aucune preuve qu'on ait fait quoi que ce soit, et qu'on doit caser ça tout en sachant que parfois ça peut aller effectivement jusqu'à des interdictions de périmètre, des interdictions de contact. Ça peut avoir un impact du coup non seulement sur la vie professionnelle, mais la vie familiale et personnelle et intime peut aussi en être affectée. C'est quelque chose qui peut paraître comme petit, mais en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement invasif. Et avec tout cet arsenal en plus, si on peut les cumuler, dans ce cas, ça peut être quelque chose qui va permettre de vraiment limiter les personnes dans ce qu'elles peuvent ou elles ne peuvent pas faire, y compris sur des choses qui sont essentielles à la vie humaine, telles que gagner sa vie, parce que c'est dans le système dans lequel on vit, il faut qu'on gagne notre vie, telles que avoir une vie familiale et personnelle saine, telles que pouvoir aussi, rien que quitter le pays si on le veut, ça peut ne plus du tout être le cas. Donc si on a de la famille à l'étranger ou si on a juste envie de sortir de la Suisse, parfois c'est juste pas possible. Tout comme en plus, et là à nouveau il faut se demander est-ce qu'il n'y a pas des buts détournés non seulement de surveillance mais aussi des buts détournés xénophobes, quand on sait que ça va aussi avoir un impact quant à des mesures d'expulsion. Ouais, bien sûr. Et là aussi, on va pas dire que c'est quelque chose de léger de renvoyer quelqu'un dans un pays où cette personne n'est pas forcément sûre. Et à nouveau, on parle de personnes dès 12 ans. On parle d'enfants. Ouais, ça a l'air assez extrême. J'aimerais, comme mesure, mais quand même, j'aimerais revenir sur l'argument de sécurité qui est quand même à la base de toute cette mesure. Est-ce que ça justifie pas, comme disait l'État, en fait,
les menaces justifiaient pas toutes ces mesures, ou est-ce que ça c'est en fait un peu un déguisement pour juste des mesures de contrôle assez générales? Ouais, peut-être une autre question corollaire à celle-là, c'est si la loi avait eu une meilleure définition de ce que c'était le terrorisme, et concrètement quelque chose de plus contrôlable et plus ciblé, est-ce que cette loi aurait été quand même nécessaire, enfin une loi contre le terrorisme comme celle-là aurait quand même été nécessaire, ou bien est-ce que selon ce qui est déjà en place maintenant dans le droit suisse, est-ce que les mesures sont déjà là pour lutter contre le terrorisme? Ouais. Alors, par rapport à la sécurité, je pense que c'est quelque chose qui est souvent utilisé, cette idée que si on est plus en sûreté, c'est OK qu'on sacrifie des libertés, Justement ça. alors qu'il y a quand même un équilibre à avoir entre les deux. Alors, je trouve que la position modérée, c'est ça, c'est de se dire que OK, il faut qu'on soit en sûreté, mais est-ce qu'on va aller aussi loin que faire passer une telle loi, et à nouveau à un non-problème? Non pas que le terrorisme n'est pas problématique, mais juste que c'est quelque chose qui permet énormément de mesures. C'est quand même c'est gros ce qui est en train d'être débattu pour quelque chose qui n'est pas extrêmement prominent en Suisse. Et du coup, c'est, je pense à nouveau, faire passer des choses monumentales en utilisant cette carte en fait de la peur, et c'est une peur qui est légitime. Je comprends que les gens aient peur du terrorisme, Oui. mais jouer sur la peur comme ça, je trouve que c'est extrêmement irresponsable, parce que sur la base de ce sentiment de peur, on peut faire passer des choses qui en réalité, c'est plutôt ça le danger. C'est plutôt ça le danger. Si on regarde les abus policiers, etc., c'est une réalité en Suisse. Tout à fait. Et le fait que les lois, malheureusement, sont souvent utilisées à des fins qui leur sont étrangères, ou ont des espèces de dommages collatéraux, ça c'est un fait. Et du coup, et cette menace-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on va faire passer une telle loi parce qu'on a peur, ou est-ce qu'on va réfléchir sur ces questions et se dire que peut-être qu'on n'a pas besoin de cette loi, parce qu'il y a déjà toutes sortes de choses qui sont mises en place pour lutter contre le terrorisme. Et puis, par rapport à ce qui est dit par rapport à cette définition du terrorisme, est-ce que ce serait une loi, dans le fond, bonne, s'il y avait une bonne définition précise du terrorisme? Je ne pense pas. Parce que le droit a quand même cette idée, et je trouve que c'est une idée intéressante, parce que, pour le coup, je pense qu'elle est elle est presque plus progressiste que toute une partie de la société pense. C'est-à-dire que le droit protège tout le monde. Il est censé, en tout cas. L'idée du droit, c'est qu'il faut protéger tout le monde. Et c'est à ça que ça sert, les droits fondamentaux, les droits de procédure, etc. C'est pour nous protéger tous et toutes. Et ça inclut des personnes qui sont dangereuses, et ça inclut des personnes qui sont extrêmes. Alors, tu parles des droits humains, là, juste pour être clair. Pas que les droits de procédure, etc. C'est justement dans la procédure pénale qui sont absolument cruciaux. Bah là, même si c'était des mesures qui étaient uniquement faites pour vraiment, véritablement des terroristes tels qu'on l'entend, ça n'empêche pas qu'il y a des répressions sans garantie procédurale. Que ça a un transfert de compétences qui est dangereux, et qu'il y a une violation des conventions internationales, dont la Convention de protection des enfants et la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça ne change pas, peu importe à qui on l'applique. Donc effectivement, cette définition vague du terrorisme est très dangereuse, parce qu'elle permettrait d'étendre ces mesures à peu près à n'importe qui, mais ces mesures sont juridiquement, et même juste d'un point de vue humain, absolument insoutenables, peu importe à qui on les impose, parce que si on est face à quelqu'un qui effectivement peut être dangereuse, cette personne reste quelqu'un qui a le droit d'avoir un procès, il faut des preuves pour qu'on impose quoi que ce soit à cette personne. On peut pas juste se dire il y a un soupçon, on n'a pas assez, parce que c'est ce qui se ferait avec cette loi, il y a un soupçon, on n'a pas de preuves, on n'a pas assez pour faire une vraie procédure pénale, bon, tant pis. Dans ce cas, on impose quand même ces mesures. Et c'est ça qui est problématique. C'est le fait que le droit devrait, en tout cas en théorie, avoir ce rôle de faire en sorte qu'on évite qu'il y ait des personnes qui soient dans des situations où elles sont accusées à tort.
et où il leur arrive des choses, on aimerait réduire les risques qu'une personne accusée à tort subisse des mesures extrêmement graves qui pourraient avoir un impact monumental sur leur vie. Et là, on ne permettrait pas ça à cette catégorie de personnes. Et à nouveau, il y a un potentiel de dérive raciste, xénophobe et islamophobe incroyable. Et ça voudrait dire que, en plus, ce potentiel d'erreur, mais bon, on vous impose quand même des mesures, même si on n'a pas de preuves, ça peut se retourner toujours contre les mêmes. Et c'est là qu'on voit les buts un peu détournés. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai but, je ne veux rien dire sur ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en attendant, ça peut avoir comme conséquence détournée le fait qu'on va toujours avoir des mesures, encore une fois, islamophobes, et toujours se retourner contre les mêmes. Et c'est ces personnes qui seront toujours l'objet de soupçons. Et que toutes les autres personnes, peut-être qui sont, je sais pas, qui viennent de Suisse, qui sont chrétiennes ou qui sont athées ou peu importe, qu'elles n'auraient pas le même problème que des personnes qui sont d'origine étrangère ou des personnes musulmanes. Et on va perpétuer encore les mêmes discriminations. Donc, on arrive à la fin justement du podcast, mais j'aurais vraiment encore une question qui pour moi est peut-être importante de ce que tu viens de dire, c'est vraiment en fait le problème que tu as mis un peu au jour, c'est un problème qui dépasse un peu le droit en tant que loi, etc. Mais c'est plutôt du côté de ceux qui l'appliquent, de la jurisprudence qui peut avoir un fondement, dont les personnes peuvent avoir des biais racistes ou autres. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour empêcher au sein de la sphère du droit qu'il y ait comme ça des biais sur une certaine partie de la population? Est-ce que c'est du côté des universités, de la formation des juges et des avocats qu'il faudrait le faire, ou comment est-ce qu'il faudrait le faire? Alors du coup, de manière générale, d'après toi, ouais. De manière générale, pas dans ce cas-là précisément. Ouais. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la formation, parce que je pense honnêtement que la qualité de la formation que j'ai eue pour l'instant est vraiment très très bonne. Je pense vraiment qu'on nous forme bien en tant que juriste pour des personnes qui... on nous forme bien à comprendre la loi, à l'appliquer. Ça, c'est certain et je ne remets pas ça en question. Par contre, je pense qu'on bénéficierait d'avoir des cours, par exemple, transdisciplinaires. D'avoir des programmes un peu, par exemple, avec des idées de sociologie. Mais de la base, je ne pense pas qu'on doit aller dans des trucs poussés. Juste se dire qu'on est situé, on est biaisé, et que du coup, comme on pense, les choses vont être informées par ça peut déjà être incroyable, et c'est nettement moins dangereux que que des centaines d'étudiants et étudiantes qui, chaque année, ont leur diplôme et se disent « Maintenant, je vais appliquer le droit de manière objective et je vais faire passer la justice. » Ça, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Et après, au niveau des lois, on peut faire des choses aussi pour... dans tous les processus, quand on fait les lois, alors déjà, il y a les questions des lobbies qui seraient à traiter, mais aussi que les groupes minoritaires qui seraient potentiellement impactés soient véritablement écoutés, ce serait déjà bien, et aussi éviter des normes avec trop de notions indéterminées, ça dépend un peu les domaines du droit, mais d'éviter de manière générale des notions trop larges, trop indéterminées, où on pourrait faire passer des choses qui sont quand même... très discutable. Et je pense que du coup, il y a toutes sortes de choses au niveau de ces biais qui sont à déconstruire, et ça peut se faire qu'avec déjà des milieux juridiques plus inclusifs, avec une plus grande diversité du coup d'opinions et de vécus. Et puis ça peut se faire aussi en se posant ces questions de en quoi est-ce que je suis biaisée, et en quoi est-ce que maintenant ce verdict que je vais avoir, mais aussi cette loi parce qu'il y a beaucoup de juristes qui sont législateurs aussi à la fin, et législatrices. Comment est-ce que maintenant ce que j'ai envie de faire passer comme loi c'est informé par mes vécus, et puis même en tant que personne qui défendent d'autres personnes, donc avocats et avocates typiquement, est-ce que j'ai pas manqué un angle là-dedans seulement du fait que j'ai des angles morts parce que mon vécu fait que je repère certaines choses et d'autres qui me passent totalement au-dessus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu au Centre Freeze pour discuter de ça, c'était hyper intéressant. J'imagine on peut vous trouver sur Facebook ou Instagram ou des choses comme ça, on mettra tout ça dans la description. Est-ce que tu as un mot de la fin ou autre? Je pense qu'on peut
peut-être pour mot de la fin, juste résumer le fait que là, du coup, on vient de parler de quelque chose qui est quand même sujet à débat parce qu'il s'agit de terrorisme et c'est un sujet hautement émotionnel et je comprends le fait qu'on veuille se protéger du terrorisme. C'est quelque chose que je peux tout à fait concevoir et avec lequel je suis d'ailleurs assez d'accord. Mais que là, on parle du coup de mesures qui pourraient être imposées à des enfants, d'une répression sans garantie procédurale, d'un transfert de compétences qui est vraiment très dangereux, notamment pour l'état de droit, de violation des conventions internationales qu'on a ratifiées, l'introduction d'une présomption de dangerosité et une notion floue qui peut ouvrir la porte à l'arbitraire quand il s'agit du terrorisme. Et que ça, je pense que ça devrait être assez pour se dire que, ok, oui, il faut éviter le terrorisme, je comprends tout à fait, mais à quel prix et quel genre de concessions on est prêt à faire, notamment sur les droits humains, quand il s'agit du terrorisme.